Salut tout le monde. L'an dernier j'ai sorti une vidéo sur 10 épisodes de séries d'animation que je trouvais flippants. C'était chouette, j'espère. Et du coup pour le mois d'Halloween de cette année, je me suis dit... Barney, tu vas pas lécher les... Oui, j'ai déjà fait cette blague, je sais. Mais oui, je me suis dit, pourquoi ne pas réitérer l'expérience avec d'autres épisodes et d'autres séries d'animation? Après tout, j'ai reçu quelques suggestions, j'ai découvert ou redécouvert d'autres séries entre temps, et j'avais quelques idées d'épisodes qui n'avaient pas fait le top auparavant, donc oui, j'ai eu du matériel pour en faire une nouvelle version. Alors je ne vais pas réexpliquer tout ce que j'avais déjà expliqué dans la précédente vidéo, mais pour rappeler brièvement les règles, ça doit être de l'animation tout public, pas plus d'un épisode par série, et j'essaye de différencier au mieux le sombre du flippant, car des épisodes peuvent être sombres sans trop vraiment insister sur l'horreur. Je rappelle aussi que ce sont des choix personnels, que ça fonctionne différemment selon la sensibilité de chacun, et qu'il y a sans doute d'autres épisodes pouvant entrer dans les critères que je ne connais pas, voire pourquoi pas que j'ai oublié. Et à cela j'ajoute la règle suivante, je ne vais pas utiliser les séries dont j'ai déjà parlé dans la précédente vidéo, tant celles qui ont fait le top que celles qui ont fait les mentions honorables. D'ailleurs les dites mentions honorables ne sont pas incluses dans le top non plus. Ceci étant dit, et même si je pense avoir dévoilé la plupart de mes meilleures cartes avec la précédente vidéo, ça nous laisse encore quelques morceaux potentiellement assez frissonnants. Pas forcément de quoi empêcher de dormir la nuit, mais ils ont quelque chose qui fonctionne bien dans la flip pour une raison ou une autre selon moi. Bref, éteignez les lumières, fermez les volets, mettez les enfants dans les placards, voici la deuxième version des épisodes de séries d'animation les plus flippants. Le syndrome du tableau blanc dans la série Réponse. Peut-être vous souvenez-vous de l'épisode qui avait introduit ma liste précédente, The Return of Raggedy Android dans Jenny Robot, qui parlait de possession de corps et de perversion de l'esprit, altérant la personnalité et la façon d'agir d'une personne. Eh bien, le syndrome du tableau blanc est dans la même veine, du coup je trouve ça symboliquement sympa d'inaugurer ce top avec cet épisode. Réponse est une très chouette série, et probablement une des meilleures séries d'animation adaptées de films Disney que je connaisse, et s'il y a d'autres épisodes surpassant celui-là en termes de noirceur, en termes d'horrifique, je trouve celui-là pas mal du tout. D'autant que comme je l'ai dit, comme il est dans la veine de The Return of Raggedy Android, il partage avec lui des idées sombres bienvenues. Dans cet épisode, suite aux événements du précédent que je ne spoilerai pas parce que c'est un épisode crucial à l'histoire de la saison 1, Réponse a des problèmes de confiance en elle au sujet des décisions difficiles à prendre. Et lorsque le roi décide d'ouvrir une galerie d'art à Corona pour apaiser l'ambiance et demande à sa fille de faire une belle peinture inaugurale, celle-ci finit par avoir l'équivalent peinture du syndrome de la page blanche, comble de l'ironie pour une personne comme elle. Parallèlement, Corona semble victime de plusieurs disparitions et une mystérieuse professeure d'art se propose d'aider Réponse à traverser cette phase de doute. Are you an artist? I'm an art teacher, dear. I'm Mrs. Sugarbee, and I think I might be able to help you. Non, elle m'a l'air tout à fait digne de confiance, je vois pas de quoi vous parlez là. Non bon, plus sérieusement, l'épisode a la bonne initiative de ne pas jouer la carte du suspense là-dessus, on sait très vite qu'elle est derrière quelque chose de louche. Et c'est amplifié par un certain sens de l'atmosphère qui a, me concernant, vraiment quelque chose de stressant, entre ce sens du mystère, avec ce tableau comme élément en commun aux habitants disparus, et cette ambiance tout simplement sinistre. Lorsqu'on comprend que cette professeure a la capacité d'hypnotiser ses élèves en quelque sorte, il y a sa méthode qui devient un petit leitmotiv, ajoutant quelque chose au malaise ambiant, et c'est étonnamment efficace, notamment lorsqu'on voit Réponse tirailler entre ces deux états d'esprit. Making difficult choices is part of life. Making difficult choices is a part of life. Part of life? Tout comme dans l'épisode de Jenny Robot, cette prise de contrôle de l'esprit de Réponse pervertit sa façon d'être et semble retirer tout ce qui fait d'elle, elle. Il y a une façon aussi mystérieuse qu'ingénieuse d'amorcer ça avec ses peintures d'un arbre reproduites à l'exact identique, alors que l'institutrice, Madame Sugarbee, empêche Réponse d'y apporter sa touche personnelle, faisant un parallèle avec les décisions difficiles à prendre en craignant qu'elles soient mauvaises. Ça permet de servir un message fort qui fait en grande partie la réussite de cet épisode sur ces décisions faisant partie de nos vies et nos craintes de mal les gérer quand on le fait à notre manière ou notre envie occasionnelle de simplement les fuir. C'est un aspect psychologique intéressant compte tenu du parcours de l'héroïne jusqu'à ce stade de la série. Difficult choices are what make us who we are. Mais pour en revenir au thème de cette liste, eh bien en termes de flip, je trouve ça bien géré. Encore une fois, c'est relatif à un concept horrifique que je trouve déjà stressant de base, et cet épisode fait un bon boulot avec ce qu'il a sous la main. Notamment avec une réponse à l'esprit dominé durant une bonne partie de l'épisode, aux yeux vides et à l'absence de libre arbitre. Couplé avec la force du fond, ça montre bien à quel point cette série est loin d'être la simple série cherchant juste à surfer sur la popularité du film qu'on aurait pu craindre, et a bien plus à offrir d'une manière générale.
vision d'horreur dans le laboratoire de Dexter. Si je voulais faire un très court résumé de cet épisode, je dirais que tout est dans le titre, alors que nous voyons Dexter se faire une opération des yeux pour ne plus avoir besoin de lunettes, mais s'améliorant tant la vue qu'il voit les défauts physiques de ses proches ultra exagérés, les faisant ressembler à des monstres difformes. Vous aimez les designs répugnants? Eh bien vous êtes servi, ma bonne dame. Mais je vais revenir dans l'ordre pour faire comprendre ce pourquoi j'ai choisi de mettre cet épisode dans cette liste. Le début montre Dexter galérer avec ses lunettes pendant une expérience, et il décide alors de se faire une chirurgie des yeux pour ne plus en avoir besoin. Ce qui est déjà assez malsain en soi, surtout pour quelqu'un comme moi qui a du mal à regarder de la souffrance sur les yeux, alors qu'on voit non seulement Dexter stresser lui-même face à l'opération, mais on constate aussi qu'elle ne semble effectivement pas être facile à supporter. Mais le lendemain, il s'avère que la chirurgie a fonctionné au-delà de toute espérance, et il est capable de voir le monde sous une nouvelle perspective, joliment représentée par l'usage d'un autre style d'animation. Il est d'abord ravi de cette perspective, jusqu'à ce que sa nouvelle vision croise sa famille. Dad, do you notice anything different about the Le reste de l'épisode consistera en Dexter témoigner d'une vision complètement difforme de son entourage à cause de sa vision amplifiant les défauts physiques à leur maximum. Alors pour être honnête, je n'aime pas cet épisode. Pas parce qu'il veut proposer des designs et de l'humour répugnants, mais plutôt parce qu'il se repose trop là-dessus, sans proposer grand chose de plus. Le rythme est absolument pourri, notamment avec les personnages faisant des pitreries pendant... je sais pas, 2 heures. Je veux dire, il y a un moment où Dexter revient chez lui après être sorti dehors, et il s'arrête au milieu d'eux, comme ça, pour qu'on se coltine encore 30 secondes de la famille faisant... ce qu'ils font. Et ce pourquoi je le considère comme un épisode assez effrayant en soi, c'est pas tant pour les designs grotesques là encore, mais plutôt pour le côté un peu paranoïaque qui parvient à se dégager un peu de cette idée. Je m'explique. Avec sa vue normale, quoique un peu floue et nécessitant l'usage de lunettes donc, Dexter voit le monde d'une certaine façon, mais quand il s'améliore la vue à l'extrême, il voit les choses sous une nouvelle perspective bien plus inconfortable. À la fin, il est révélé que Dexter, avec sa nouvelle vue, devrait se voir comme un garçon mi-humain, mi-poulpe. Ce qui n'a aucun sens avec le fait qu'il est censé voir le monde avec ses défauts amplifiés au maximum. Mais du coup, songez-y un peu. Et si, avec notre vue, on ne voyait pas le monde tel qu'il est réellement? Sans chercher à stigmatiser les éventuels malvoyants qui m'écoutent. Alors non, je ne vais pas vous mettre dans la tête qu'en fait, ce qu'on voit n'est pas réel ou un truc dans ce goût-là, non. Mais imaginez le potentiel de paranoïa si vous vous aperceviez que l'image que votre cerveau vous renvoie de ce que vous voyez ne correspond en rien à ce que vous devriez voir. Pour moi, il y a ce petit goût de paranoïa qui rend cet épisode assez malsain. Même si un peu malgré lui, tant il est plus grotesque et chiant qu'autre chose. Mais ouais, ce côté un peu suggéré m'avait donné envie de placer cet épisode dans cette liste malgré tout. L'invasion des profanateurs de frigo dans Tom & Jerry Tales. Oui, je mets un épisode de Tom & Jerry dans ce top et je suis une lavette, mais cet épisode je ne le supportais pas quand j'étais petit, il me mettait vraiment mal à l'aise. Et encore aujourd'hui, je trouve que quelque chose est resté me concernant. Cet épisode n'est pas vraiment une parodie de l'invasion des profanateurs de sépulture, comme le laisse suggérer son titre, tant VO que VF, mais on y voit une masse gélatineuse de l'espace atterrir dans le jardin de Tom & Jerry, et ayant la capacité de se métamorphoser en les personnes qu'elle croise. Et même si c'est plus tourné au cartoonesque qu'autre chose, comme on s'en doute, eh bien l'atmosphère demeure assez creepy occasionnellement. Ça me mettait mal à l'aise de voir cette masse extraterrestre au regard complètement vide, au design de métamorphes faisant très souvent des têtes grotesques, qui ont le moyen de s'incruster dans l'inconscient d'un enfant. Enfin, moi peut-être, les autres je sais pas, je suis pas dans leur tête. Mais vous pouvez témoigner d'à quel point ce monstre fait craindre les deux personnages. Même quand il sympathise avec Jerry, vous sentez son malaise vis-à-vis de la situation. L'air de rien, pour du cartoon slapstick, ça fait un certain boulot pour rendre les apparitions de cette créature assez dérangeantes. Et en particulier lors des derniers moments, suffisamment pour pousser le duo à se barrer avec son vaisseau spatial. Nous laissant avec la bonne fin ambiguë, idéale pour se faire plein d'idées sur mais que pourrait-il se passer par la suite dans cette série qui n'a pas de continuité. Et un dernier sourire dérangeant qui m'achevait de me convaincre que je ne voulais plus jamais revoir cet épisode quand j'étais petit. Donc oui, au nom de mon moi enfant, je me devais de lui accorder une petite place. Je ne le déteste plus autant qu'avant bien sûr, quand bien même je ne reste pas fan. Il faut dire que de base je ne suis pas trop fan de Tom & Jerry Tales, qui a ses bonnes grosses inconsistances par rapport au matériau d'origine. Mais ce foutu sourire... Dent pour dent dans Micha Mi-Chien. Ok, alors l'intégralité de cette liste est forcément basée sur du subjectif. Ce que je trouve flippant ne veut pas dire que ce sera le cas pour tout le monde, la sensibilité personnelle a son rôle à jouer. Et je crois que c'est surtout le cas pour cet épisode, qui se base sur quelque chose que j'ai assez de mal à supporter quand c'est montré à l'écran, la douleur aux dents.
Je suis très sensible au niveau des dents, et du coup j'ai un certain problème quand je vois quelqu'un se faire blesser à ce niveau. Sauf quand c'est fait de manière cartoon, comme notamment la bonne vieille dent qui s'envole avec un coup en pleine poire, ça va. Mais quand la peine est montrée de façon plus réaliste, là j'ai bien plus de mal, et avec cet épisode je suis servi. En plus de ça, il rend le concept de mi-chat-mi-chien encore plus dérangeant à mes yeux. Déjà que de base il l'est assez quand on y réfléchit un peu, avec tout ce qui peut entourer ce chat et ce chien partageant le même corps. Et dans cet épisode, alors que le duo se rend chez le dentiste, ils apprennent que la façon dont l'un traite sa dentition affecte en réalité la dentition de l'autre. Et donc, chien qui passe son temps à manger des sucreries et ne se brosse pas les dents a des dents toutes propres grâce à chat, et à l'opposé, c'est ce dernier qui se retrouve avec des dents toutes pourries à cause de chien. Non mais je veux dire, tout est dans l'idée là. Là encore, il y a le pouvoir de l'imagination, mais mettez-vous à la place de chat et imaginez qu'une autre personne a le contrôle total de votre propre santé et pas vous. Ouais, pas évident de se mettre dans les baskets du côté chat, surtout considérant que chien refuse de changer son train de vie en ce qui concerne son hygiène dentaire. Et si on veut étendre la chose plus loin, même si ce n'est en aucun cas évoqué par cet épisode, supposons que les dents ne soient pas la seule chose chez eux qui soit influencée par ce que l'autre puisse faire. Et je vais peut-être m'arrêter là avec ce genre de supposition. Et comme prévu, on insiste pas mal sur la peine encourue par chat au niveau de ses dents, et donc c'est assez déplaisant à regarder me concernant. En particulier lorsque les deux, à défaut de trouver un terrain d'entente, finissent par entrer en guerre et saccagent volontairement leurs dents pour blesser celles de l'autre, et ils n'y vont clairement pas de main morte. Eh ben, dire que Ren s'arrachant les nerfs de ses dents c'était déjà pas mal dérangeant pour beaucoup. Bon forcément c'est un peu atténué parce que ça reste du slapstick surtout, mais ça n'occulte pas entièrement la peine sur ce coup. Mais la petite cerise, c'est ce passage où Chat essaie de brosser les dents de chien durant son sommeil, et bien des images valent mieux qu'un long discours, hein. Non mais quand je vous dis que le concept même de ces deux personnages est dérangeant, au-delà de la vision d'horreur visuelle offerte par cette scène, oui bon encore une fois il y a une grosse part de subjectivité là-dedans, mais c'est le genre de fiction me rappelant que je n'ai pas envie de prendre trop de liberté avec ma dentition. La nuit des soifards dans Wakfu. Un épisode qui m'avait été suggéré au moment de la sortie de la première vidéo, et oui effectivement je m'en étais un peu voulu de l'avoir oublié parce qu'il aurait au moins pu faire les mentions honorables. Pourtant cet épisode fonctionne un peu sur le même principe que Le Bonheur et la Mort Vautrouse pour ceux qui s'en souviennent. Dans la mesure où c'est une bonne petite intrigue de zombies, pas indispensable à l'histoire globale de la saison mais tout de même sympathique à suivre, se basant quand même sur un certain anticlimax. Car tout est dans le titre en fait, c'est une épidémie de soif d'une boisson particulière qui a déclenché toute cette situation. Dans cet épisode, la petite troupe fait une halte dans la vallée de Pandalousie. Et commencez pas déjà à vous plaindre des noms, hein, sinon vous êtes pas sortis. Supposé être un lieu idéal pour les voyageurs cherchant à se reposer, à la mauvaise surprise de la troupe, l'endroit est insalubre, complètement désert et inondé d'eau salée, mettant à mal la culture de bambou du coin. Et par-dessus le marché, après quelques minutes, ils se font attaquer par toute une horde de créatures zombies en forme de bambou. Créatures qui offrent un certain combo. Elles sont invulnérables, le moindre projectile passant à travers elles comme si elles étaient des fantômes. Si elles vous touchent, vous devenez l'une des leurs. Et cerise sur le gâteau, leur design, ainsi que ceux des membres de la troupe infectée. En effet, j'aime vraiment les designs en général, et je les trouve en fin de compte efficacement dérangeants. Mention personnelle pour celui d'Evangeline. Globalement, on retrouve les éléments traditionnels d'une histoire classique de zombies, notamment avec la troupe se faisant infecter un par un jusqu'à ce qu'il ne reste qu'une survivante, Amalia en l'occurrence, sauvée in extremis par un mystérieux marginal répondant au nom de Pan Diego de la Vega. Qu'est-ce que je vous avais dit? Et comme les deux épisodes que j'ai évoqués en comparaison, l'ensemble tourne autour d'une base semblant assez ridicule et semblant amenuire l'attention en conséquence. Mais finalement, là où les deux autres épisodes en ont conscience et poussent la chose au plus loin au service de l'humour, là finalement, on en oublie presque que tout cela est dû à une pénurie de la boisson préférée des Pandawa. D'autant que l'aspect horrifique est plutôt efficace. Finalement, ça ne tient pas grand-chose pour rendre une base humoristique dans l'idée plus flippante dans les faits. Outre les designs, plusieurs scènes sont bien travaillées dans leur caractère horrifique, notamment lorsqu'on assiste impuissant à l'infection progressive au sein de la troupe, surtout celle d'Amalia en dernier, paraissant désespérée, en semblant se dire que c'est désormais la fin. Et rebelote à la fin, en encore plus horrifique éventuellement, au détour d'un découpage que je trouve efficacement tendu. C'est aussi suggéré que les personnes infectées sont encore conscientes au fond d'elles et gardent quelques traits de leur personnalité encore actifs, alors qu'elles sont désormais guidées par leur personnalité de zombies errants. C'était horrible, Amalia. Je pensais à vous tous. Je me sentais seule, si seule. Et même si on se doute en regardant l'épisode qu'ils vont s'en tirer d'une manière ou d'une autre, le simple fait de penser que l'aventure des héros aurait pu purement et simplement s'arrêter là sans crier gare contribue à l'angoisse. Au final, c'est la preuve que bien employer les éléments à disposition peut rendre un épisode plus flippant qu'il n'en a l'air sur le papier.
Donc oui, voilà de quoi réparer le fait que je l'avais oublié pendant l'écriture de la précédente vidéo. On ne joue pas avec le temps dans Billy et Mandy, aventuriers de l'au-delà. Vous aimez l'horreur existentielle? Moi non plus, eh bien ça tombe bien car je vous présente On ne joue pas avec le temps. D'une manière générale, Billy et Mandy est une série qui aimait déjà pas mal jouer avec les concepts dérangeants et une vision dérangée de notre monde, et voilà ce qui arrive quand elle s'amuse avec les sables du temps. Dans cet épisode, le faucheur entraîne Mandy, Billy et l'ami de ce dernier, Irvine, en voyage dans les couloirs du temps à la rencontre du Père Temps. Depuis ces couloirs, il surveille le cours du passé, du présent et du futur, et stocke les sabliers du temps, chaque sablier correspondant à l'existence d'une personne. Bien entendu, on voyait deux guignols comme Billy et Irvine jouer avec ces sabliers sans se douter des conséquences, et les choses dégénèrent. En cherchant leur propre sablier, ils tombent sur ceux de leur entourage. Irvine notamment tombe sur celui de son frère, et pour se venger d'un tir slip, le secoue dans tous les sens, le faisant basculer d'une période de la vie à une autre, avant de le jeter, et je suppose le brise en conséquence. Et quand un sablier est cassé, pouf, la personne concernée disparaît, et un certain Maxwell Atom s'en fait les frais, au détour d'un gag méta. Probably no one special. Billy tombe aussi sur le sablier de son père qui est pratiquement totalement écoulé, alors que l'on assiste à ce dernier s'étouffant avec de la bouffe et se débattant jusqu'à ce que ça ait eu raison de lui. Mais son fils a l'idée de génie de retourner le sablier pour inverser son temps de vie, ce qui n'était pas une très bonne idée quand on garde ça en tête pendant qu'on assiste à ce qui arrive dans la dernière ligne droite de l'épisode. Car les deux guignols voulaient prendre leur sablier, ainsi que ceux de Mandy et du faucheur comme souvenir, car oui même le faucheur en a un apparemment, et lorsqu'il soit ordonné de les remettre en place, eh bien il se trouve qu'ils les ont placés dans le mauvais sens. Et qu'en conséquence de quoi, les 4 personnages régressent jusqu'à disparaître complètement de l'existence. Oui, c'est comme ça que se termine l'épisode. Ils n'ont pas eu le temps de remettre leur sablier à la bonne position et disparaissent chacun leur tour. Bien entendu, le faucheur est ravi de voir disparaître ces sales gosses sous ses yeux, mais ça ne dure pas puisqu'il n'a pas l'occasion non plus de retourner son propre sablier, et disparaît également alors que l'épisode se termine, avec ce petit salut de la main à l'audience en mode « Bah, à quoi bon à ce stade ?» Ah oui, rien de mieux qu'une fin où tous les personnages meurent pour se mettre dans l'ambiance. Petit bonus aussi pour la musique lors de cette dernière partie, également passée à l'envers tout en se parant d'un air précipité pour amplifier la situation. D'ailleurs je soupçonne une coupe durant cette fin puisqu'à un moment le faucheur régresse encore un peu et ça saute directement à lui saluant l'audience avant sa disparition pour conclure, et bizarrement ce côté soudain rend les choses encore plus malsaines, je ne sais trop comment. Enfin en tout cas, ouais, j'ai pas souvenir de beaucoup de séries d'animation tout public jouant autant avec l'horreur existentielle. Et comme j'aime la variété, je me suis dit que ça méritait une petite place, ne serait-ce que pour son côté unique. Maintenant j'espère que ces sabliers n'existent pas et que des gogoles ne viendront pas s'amuser avec au risque de me faire complètement disparaître dans le néant, hein. Do you think maybe those dopes put the hourglasses back upside down? Les 7 boules de cristal dans les aventures de Tintin. Pour être honnête, j'adorais la série animée Tintin quand j'étais petit et je la regardais souvent, mais une fois adulte, j'en ai assez oublié les épisodes pour me souvenir surtout des albums. Et après avoir vu mon poteau The Reg parler de cet épisode, je me suis dit que celui-là était un oubli particulièrement honteux. L'intrigue de l'album, les 7 boules de cristal, bénéficiait déjà d'un caractère oppressant très solide, mais l'adaptation animée le transpose brillamment avec les moyens permis par le support audiovisuel. Pour rappel, cette histoire est centrée sur 7 explorateurs ayant ramené une momie inca de leur périple au Pérou, et tombant l'un après l'autre dans un profond et inexplicable coma. Tandis que Tintin tente de résoudre le mystère, la théorie d'une malédiction ayant frappé ces 7 explorateurs pour avoir profané les tombeaux incas semble très forte. L'ensemble est parcouru d'une aura mystique renforçant ce sentiment de malaise autour de cette supposée malédiction, se manifestant notamment lors de scènes comme le numéro de voyance, où la femme parle de l'explorateur Clermont, victime de la malédiction à son tour. Il revient d'un pays lointain, mais il souffre terriblement. Il est atteint d'un mal mystérieux. C'est un mal horrible qui ne pardonne pas. La haine du dieu soleil est terrible. J'aime vraiment comment cette adaptation gère l'aspect angoissant de cette intrigue avec ce que l'audiovisuel permet et que le support BD ne permet pas, avec tout mon respect évidemment pour la BD de base qui est une de mes préférées de Tintin. Mais outre le recours d'astuces évidentes mais non moins bien exécutées comme l'usage de la musique, excellente au demeurant, il y a ces façons alternatives de représenter quelques scènes déjà assez malsaines dans la BD. Notamment l'attaque sur chaque explorateur, comme par exemple Cantono. Son attaque est seulement suggérée en hors-champ dans la BD, s'appuyant surtout sur le son que Tintin entend au téléphone, tandis que la version télé nous en dévoile un peu plus, avec la réaction apeurée de Cantono avant qu'on ne le voit plonger dans le coma à son tour sous l'effet d'un gaz. Je ne dis pas que cette façon de le représenter est meilleure que celle d'Hergé, les deux sont excellentes, chacune joliment
précisément adapté aux possibilités offertes par chaque support. Mais le clou du spectacle est sans aucun doute la scène où Tintin va visiter les explorateurs dans le coma à l'hôpital, alors qu'ils sont tous coordonnés pour avoir tous une réaction particulière en même temps, à une certaine heure précise. Hergé profitait d'une grande case pour nous montrer une vue d'ensemble sur ces explorateurs réagissant tous exactement au même moment, pour souligner leur coordination. La série animée de son côté s'y prend d'une façon un peu différente pour accentuer l'horreur supportée par ces explorateurs, et si vous vous souvenez de cet épisode, vous vous souvenez sûrement de cette scène. Voilà, c'est maintenant. Outre le fait que ce passage soit juste traumatisant, on voit que la série animée choisit d'abord un tour par tour, avec les réactions individuelles d'effroi de chaque explorateur, par un cadre très resserré sur leur visage terrifié et ses cris stridents, avant de basculer dans la fameuse vue d'ensemble, pour rappeler également le caractère coordonné, contribuant au stress autour de cette malédiction semblant devenir une hypothèse réelle. D'une manière générale, la façon dont le mystère est géré fait grimper la tension progressivement pour qu'elle sursaute au travers de scènes comme celle qu'on vient de voir. Et les tentatives infructueuses de protéger les autres explorateurs face à la menace planant au-dessus de leur tête, les évocations régulières de la malédiction, les apparitions inopinées de la momie de Raskar Kapak, dont celle joliment découpée avec le soir d'orage qui est particulièrement cauchemardesque, Tintin, Haddock et Tournesol qui font le même cauchemar au sujet de cette momie, tout cela ne fait que décupler l'horreur encore plus, même quand l'enquête semble diriger l'ensemble vers des explications rationnelles à ce qui arrive à ces hommes. En tout cas, n'hésitez pas à aller voir le très bon résumé de cet épisode par The Reg, ainsi que l'intégralité de sa rétrospective Tintin tant qu'à faire. Il rend bien justice à cet excellent épisode, ainsi qu'au Temple du Soleil. The Mad Doctor dans Mickey Mouse. Ah, ce fameux cartoon. Je l'avais volontairement écarté de ma liste de la première vidéo pour privilégier la nouvelle série Mickey Mouse dont j'avais un peu envie de parler, alors ce n'est que justice de le ramener pour cette nouvelle liste. Franchement, que dire dessus? C'est quasi unanimement, si pas unanimement, considéré comme le cartoon de Mickey le plus glauque jamais fait, et ce n'est pas pour rien ma bonne dame. Dans ce cartoon, par un soir d'orage, Pluto se fait kidnapper par un savant fou qui l'entraîne pour faire des expérimentations sur lui dans son manoir lugubre, situé sur une colline en forme de crâne comme tout manoir lugubre qui a ne serait-ce qu'un peu de dignité. Ni une ni deux, Mickey se précipite alors pour le sauver et traverse ce manoir en étant confronté aux 1000 dangers qui l'hébergent, au détour d'un bon nombre d'images ayant sans doute marqué l'inconscient collectif de l'époque. Entre les squelettes et les araignées géantes squelettes, une atmosphère constamment étouffante quand on n'a pas simplement l'impression d'être enfermé entre quatre murs, et bien entendu le savant fou éponyme et ses gros plans tout à fait charmants. Si ce personnage n'avait pas déjà assez l'air dérangeant, v'là Tipa qui nous révèle son objectif, créer un hybride entre Pluto et une poule, parce que quoi de plus joyeux que de parler de croisement entre les animaux par le biais d'expérimentation. Ah, je viens juste de me rappeler à quel point la vraie vie peut aussi être flippante. Mais bref, passons. Ce qui n'arrange pas les choses, c'est d'assister au pauvre Pluto hurlant désespérément à l'aide alors qu'il est sur le point de se faire charcuter par le savant fou, alors que Mickey tente désespérément de le retrouver. Tandis qu'il fait face à tout ce que renferme le manoir, tant loufoque que vraiment inquiétant, et j'aime à quel point c'est riche en détails en ce qui concerne toutes les choses sinistres qui y sont contenues. Et en guise de cerise sur le gâteau, il se retrouve lui-même pris au piège et lui-même sur le point de se faire découper sur le billard. Ah, les dessins animés Disney, tellement féeriques. On appréciera jusqu'à quel point ils ont voulu pousser l'horreur au plus loin avec la scie circulaire au plus proche possible de l'estomac de Mickey. Histoire 2. Heureusement pour lui, tout n'était qu'un rêve et tout va bien dans le meilleur des mondes. Et c'est pas grave si de son côté, le spectateur gardera à l'esprit les nombreuses images bien glauques auxquelles il a assisté. Non, mais à ce stade, est-ce que j'ai vraiment besoin de rajouter quelque chose? Je veux dire, le spectateur assiste impuissant à Pluto sur le point d'être victime d'une expérimentation sordide, et à Mickey faisant face au piège du manoir, avant de devenir une victime d'expérimentation chirurgicale à son tour. Il assiste à Pluto, ainsi qu'à la poule tant qu'à faire, être complètement désespéré quant au sort les attendant, et à Mickey être constamment en alerte à chaque coin et recoin du manoir, suffisamment brave pour le traverser pour sauver son chien, mais ça ne l'empêche pas d'avoir peur. Et rien ne s'y retourne en sa faveur, il est juste sauvé par le fait que tout ceci n'était qu'un cauchemar. The Mad Doctor, en plus d'être artistiquement génial, est définitivement creepy. Et pas le moindre étonnement face à la notoriété qu'il a gagnée, d'autant que plusieurs cinémas américains de l'époque refusaient de le diffuser apparemment. Le savant fou reviendra même à l'occasion du jeu vidéo Epic Mickey, et sa passion pour l'expérimentation glauque n'en sera pas atténuée puisqu'il essaiera de voler le cœur de Mickey. Rien que ça. Enfin bref, je pense qu'on n'aura pas fait plus flippant en matière de cartoon sur Mickey. Bas les masques dans Batman la série animée.
Eh bah oui, comment parler de la peur sans parler de Batman? Rappelons-nous après tout qu'il a choisi la chauve-souris comme symbole pour inspirer la peur chez ses adversaires. Et puisqu'on parle de la peur chez Batman, peut-être que vous vous seriez plus attendu à un épisode sur l'épouvantail dans cette liste. Et ça aurait pu arriver, j'ai notamment songé à Sombre Hallucination. Cela dit, un méchant que je trouve tout autant dérangeant et susceptible de générer des histoires vraiment horrifiques que l'épouvantail, c'est Gueule d'Argile, un des adversaires les plus surréalistes de Batou, et un qui peut vraiment faire peur quand il le veut. Bon, il me fait moins peur depuis que j'ai vu l'hilarante version de la série Harley Quinn, mais ça ne retire rien à cet épisode en 2 parties lui servant d'origin story. C'est donc centré sur le futur Gueule d'Argile, Matt Hagen, un acteur défiguré à cause d'un accident de voiture remontant à il y a des années, et se servant d'une crème miracle pour le visage provenant d'une industrie de Roland Daggett pour le remodeler. Or, il est tant addict à cette crème que quand Roland met fin à son association avec lui pour avoir bâclé la mission qu'il lui avait donnée, c'est-à-dire tuer Lucius Fox en se faisant passer pour Bruce Wayne, et par conséquent ne lui fournit plus cette crème, Matt s'infiltre en douce pour s'en procurer davantage. Hélas pour lui, il est attrapé par les hommes de main de Daggett, et parce qu'une balle dans la tête c'est pas assez créatif, pour se débarrasser de lui, il le noie sous des litres de cette crème. Ironie du sort, quand tu nous tiens. Des fois que cette scène ne soit pas assez dérangeante, et pour l'idée et pour son exécution, Hagen est devenu en conséquence le fameux Gueule d'Argile, tout en argile, et pouvant intégralement modeler son corps pour se faire passer pour n'importe quoi. Les créatures métamorphes font aussi partie des choses me dérangeant le plus dans les fictions, notamment pour l'aspect paranoïa et les histoires de faux semblants que ça peut apporter. Ce double épisode, étant l'origine du méchant, bénéficie de l'effet de surprise, tant diégétique qu'extra-diégétique, en observant cette créature ayant la faculté de prendre l'apparence de n'importe quoi. Les dernières apparitions de Matt à l'écran dans la première partie, entre lui laissé pour mort par les hommes de main de Daggett alors qu'il se décompose, et son ami le retrouvant dans sa voiture dans l'ombre obscure alors que la transformation a intégralement fait son œuvre, ont déjà de quoi laisser leur marque. Mais la deuxième partie pousse les choses encore plus loin, notamment donc en montrant Gueule d'Argile à l'œuvre alors qu'il prend conscience de ses nouvelles facultés. Et elle montre à quel point il peut vraiment être un des adversaires les plus redoutables de Batman, grâce à ses facultés de matérialisation, de décomposition et recomposition, et ce double épisode sait comment rendre ce personnage imposant, menaçant et flippant. La dernière ligne droite est certainement l'apothéose alors que Batman et Gueule d'Argile s'affrontent, et que ce dernier est à 2 doigts de donner à l'homme chauve-souris une des morts les plus atroces possibles en l'étouffant sous l'argile. Mais tandis que Batman retourne la situation à son avantage, Gueule d'Argile passe par une série de transformations incontrôlables et absolument cauchemardesques. D'une manière générale, j'admire la fluidité de l'animation quand ça en vient à un personnage comme lui, mais cette scène c'est clairement un niveau supérieur, me rappelant les heures les plus glauques d'Akira. Ah, on me souffle dans mon oreillette imaginaire que le studio TMS en charge de l'animation de cet épisode avait aussi fait de l'animation pour Akira. Bon bah, ceci explique cela, hein. Pour faire court, cet épisode m'a rappelé à quel point cette série est forte non seulement pour terrifier de temps en temps, mais aussi pour rendre aussi mémorable des méchants moins réputés de la galaxie Batman. You know what I'd have given for a death scene like this? Too bad I won't get to read the notices. Très bien, on va passer au numéro 1, juste après le traditionnel interlude des mentions honorables. On se refait pas. The Day the Head Stood Still dans Ed, Edd et Eddy. Alors le pitch de cet épisode ne sonne pas du tout effrayant sur le papier. C'est sur le trio faisant se déguiser Ed en monstre pour les besoins d'une nouvelle arnaque, sauf que Ed se prend tellement au jeu qu'il croit véritablement être un monstre et terrorise les enfants du quartier. Savoir que c'est juste l'œuvre d'un ado en costume rend donc les choses bien moins stressantes pour le spectateur, mais l'air de rien, la mise en scène fait des efforts avec les mécanismes du film de monstre, avec le costume caché des yeux du spectateur pendant une grosse partie, le point de vue interne au monstre, et la terreur des enfants du cul-de-sac en guise de build-up jusqu'à la révélation de l'apparence du costume, au point que ça fait son petit effet en fin de compte occasionnellement. Séisme dans Batman la relève. Batman la relève avait parfois la faculté d'être encore plus glauque que la série principale, et l'antagoniste de cet épisode avait de quoi générer une certaine frayeur, tant pour son apparence que pour son concept. En gros, un cadavre conscient, bloqué dans les profondeurs de la Terre suite à un accident, et ourdissant une terrible vengeance vis-à-vis du dit accident. Un méchant dérangeant, c'est le moins qu'on puisse dire, qui contribue à rendre cet épisode assez inconfortable. The Ball Pit Car dans Infinity Train. On m'avait suggéré Infinity Train pour un top de ce genre, mais personnellement je trouve cette série plus sombre que réellement flippante en général, mais il est vrai qu'elle a ses moments bien stressants. Et cet épisode n'en a pas l'air avec les images que vous voyez en ce moment, mais disons qu'il est impactant. Je ne vais pas trop en dire dessus, je vous conseille surtout cette brillante mini-série, et j'espère avoir l'occasion d'en parler plus longuement un jour, en sachant comment lui rendre justice. Aussi, j'aurais plutôt mis 1 ou 2 épisodes de la saison 3 à ce stade, tant ça semble tester les limites du tout public, mais ça aurait été quand même divulgaché comme on dit. Mais bref, fin de l'interlude, passons au numéro 1. Le grand Fusilli dans Courage le chien froussard.
Dans la première vidéo, j'avais parlé du fait que je n'avais pas vu cette série, alors qu'elle était sans doute source de beaucoup d'épisodes qui auraient pu intégrer la liste. Eh bien, ce fut rattrapé entre temps, et non seulement je l'ai adoré, mais en plus, oui effectivement, parmi les épisodes qui auraient pu intégrer ce top, il y avait un certain nombre de concurrents. Alors je vais pas la jouer cliché, en mode l'intégralité de la série aurait pu rentrer dans la liste, car courage à cela de magique que c'est une série qui d'un épisode à l'autre peut faire peur, peut faire bien rire, et peut aussi énormément émouvoir. Mais oui, il y avait assez de concurrents pour que je songe à un top 10 des épisodes les plus flippants de la série, mais j'y ai renoncé tant c'est subjectif, et la sensibilité de chacun fera qu'un épisode qui soit flippant aux yeux de quelqu'un ne le soit pas forcément aux yeux de quelqu'un d'autre. Une chose est sûre, parmi ces épisodes au potentiel flippant, il y a de la variété, et chacun peut y trouver son compte. Et en ce qui me concerne, celui qui me met le plus mal à l'aise, c'est le grand Fusilli. Dans cet épisode, une mystérieuse caravane de théâtre dirigée par un certain Fusilli atterrit devant la ferme de Courage et ses propriétaires, et son dirigeant veut faire d'eux des stars de théâtre. Alors c'est un épisode qui prend particulièrement son temps pour instaurer tout son côté lugubre, même si on a un bel avant-goût avec la musique, comme issu d'un manège désenchanté. Mais une certaine partie est centrée sur la présentation de ce théâtre ambulant et les auditions de Muriel et Eustache face à une audience invisible. Il y a juste quelque chose de troublant derrière ce théâtre ambulant où il n'y a pas d'audience visible alors que les applaudissements se font entendre, comme si la scène elle-même usait de ses charmes maléfiques pour attirer et envoûter ses victimes, plus que Fusilli lui-même. Car l'on se doute que quelque chose cloche, et tandis que Fusilli prépare Muriel, Eustache et Courage à leur numéro de théâtre, ce dernier tombe dans une pièce jonchée de marionnettes en bois et découvre la sinistre vérité derrière tout cela. Fusilli transforme en effet les gens qu'il a pu attirer dans son théâtre en marionnettes, semblant donc signaler que toutes celles qui sont dans la pièce sont ses nombreuses victimes, et Muriel et Eustache en sont victimes à leur tour. Oh, I don't feel quite myself. Ce concept dérangeant doit beaucoup à la façon dont le cheminement jusqu'à la révélation se fait, plaçant déjà le spectateur dans une atmosphère inconfortable, ne rendant le choc de la pirouette que plus impactant encore. Et Muriel et Eustache en marionnettes sont assez crépiants en eux-mêmes, et Fusilli n'arrange rien avec le contrôle qu'il a désormais sur eux. Mais si la combinaison entre l'atmosphère et le concept contribue énormément à la réussite horrifique de l'épisode, la fin est très probablement la grosse cerise sur le gâteau. Donc l'épisode se termine avec Courage réussissant à battre Fusilli à son propre jeu, un peu pareil d'advertence, alors que ce dernier se retrouve sur la scène, et comme hypnotisé par le pouvoir de la scène à son tour, finit par devenir une marionnette. Ce qui semble confirmer l'aura autour de ce théâtre ambulant qui use de ses charmes maléfiques sur quiconque allant sur la piste pour finir dans la collection de marionnettes. Et tout est bien qui finit bien. Eh bien non, car il se trouve que Muriel et Eustache sont toujours des marionnettes inanimées, et qu'à défaut de pouvoir leur rendre leur forme normale, Courage joue avec eux comme pour tenter de garder sa famille en vie. Nice evening, isn't it, Eustace? Long as it don't rain. Stupid dog! Booga booga booga! Il y a tellement de choses dans cette fin qui la rendent particulièrement mémorable en termes d'horrifique. Alors la série n'a clairement pas de continuité, puisqu'il est déjà arrivé bien d'études de ce genre au personnage, en fait surtout Eustache, alors qu'il revient en pleine forme dès l'épisode suivant. Mais le fait est que cet épisode est le dernier de la saison 1, et tandis qu'à l'époque on ne savait pas encore si la série allait être renouvelée pour des saisons supplémentaires, ça veut dire que la série aurait pu s'arrêter sur cette vision de Courage jouant avec les marionnettes représentant ses propriétaires disparus pour toujours. Évidemment, avec plus de saisons, ça a soulevé la théorie comme quoi tout ce qu'il se passe durant les saisons suivantes, du côté de Muriel et Eustache, est l'œuvre d'un Courage ayant perdu la raison et tentant de garder sa famille en vie. Et même si comme beaucoup de théories dérangées c'est resté à l'état de théorie dérangée, assister à cette scène en guise de fin d'un épisode ouvre tellement d'implications dérangeantes dans l'inconscient du spectateur. Donc le combo épisode qui se finit mal avec la mort de deux personnages et le survivant ayant perdu la raison et jouant avec leur cadavre pour maintenir la vie de sa famille est effectivement vraiment troublant. Et combiné avec tout le reste, ça fait de cet épisode le plus flippant de Courage le chien froussard à mes yeux. Et si cette liste était combinée avec la précédente, alors elle aurait fait partie du top 3 sans aucun doute. The things I do for love. Voilà, c'est tout pour cette seconde rétrospective au sein des épisodes flippants des séries d'animation tout public. Alors je ne suis pas sûr qu'il y aura une 3ème édition un jour, mais qui sait ce que l'avenir nous réserve pour finir sur une ligne un peu ringarde. En attendant, j'espère que cette vidéo vous aura plu, et on se retrouve lors de la prochaine chronique. Ciao!